Abordons le dossier numéro 2, une protéinurie chez un patient diabétique. Je ne reprends pas l'énoncé que vous avez par écrit. J'aborde d'emblée la question numéro 1. Quel est votre diagnostic syndromique? Donc la réponse, c'est bien entendu une néphropathie glomérulaire qui se caractérise par un syndrome néphrotique dont la définition est biologique, associant une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures chez l'adulte et une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Voilà. L'hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre peut être évoquée dans la définition, mais n'a pas été retenue par le collège des enseignants de néphro. C'est un syndrome néphrotique impur qui associe donc un syndrome néphrotique avec d'autres anomalies que sont ici l'hématurie, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. Il n'y a pas d'hématurie. Et ce syndrome néphrotique est compliqué d'une insuffisance rénale chronique, car l'élévation de la créatinine date de plus de 3 mois. Quand parle-t-on de néphropathie glomérulaire? D'accord. Donc, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce qu'une néphropathie glomérulaire, c'est une lésion glomérulaire du glomérule. Et en pratique, les éléments d'orientation pour une lésion glomérulaire sont de deux ordres. Soit une protéinurie glomérulaire, soit une hématurie d'origine glomérulaire. Donc, qu'est-ce qu'une protéinurie glomérulaire? Une protéinurie glomérulaire, c'est une protéinurie qui est faite de protéines de haut poids moléculaire, c'est-à-dire supérieure à 60 kDa, donc essentiellement composée d'albumine. Et ce, quel que soit son débit. Alors, le plus souvent, les protéinuries glomérulaires sont de débit élevé, c'est-à-dire supérieur à 1 ou 1,5 g par 24 heures. Mais c'est la qualité de la protéinurie qui en fait sa nature glomérulaire et non la quantité. L'autre élément qui oriente vers une lésion glomérulaire, c'est l'hématurie, dite d'origine glomérulaire, et qui, elle, est une hématurie qui ne s'associe pas à de la fièvre, donc sans douleur, sans caillot, sans calcul, sans signe fonctionnel urinaire, mais qui a surtout certaines caractéristiques à l'examen cytologique qualitatif des urines, dans lequel on retrouve des globules rouges déformés, des acanthocytes ou des cylindres hématiques. Donc on parle de néphropathie glomérulaire devant une protéinurie glomérulaire ou une hématurie d'origine glomérulaire. On va passer à la question numéro 2 maintenant. Quel est l'intérêt de la microalbuminurie par rapport à la bandelette urinaire ou la protéinurie? Donc la microalbuminurie est un examen de dépistage qui mesure l'albuminurie par des méthodes très sensibles. Alors il s'agit soit d'un dosage radio-immunologique par néphélémétrie laser ou HPLC. Une microalbuminurie pathologique est définie par une excrétion urinaire d'albumine entre 30 et 300 mg par 24 heures. Donc c'est en fait un chiffre d'albuminurie supérieur à 30 mg par 24 heures. Alors il y a d'autres valeurs qui peuvent être données, c'est 30 à 300 mg par gramme de créatinurie ou encore supérieur à 20 à 200 mg par litre. Une microalbuminurie pathologique témoigne d'une atteinte glomérulaire débutante, notamment dans le diabète, mais dans les autres néphropathies glomérulaires aussi. Et la microalbuminurie dans le diabète précède la macroalbuminurie, c'est-à-dire l'albuminurie détectable à la bandelette urinaire. La mesure de la microalbuminurie n'a d'intérêt que si la bandelette urinaire est négative. En effet, la bandelette urinaire détecte une albuminurie à partir de 100 mg par litre et ce seuil de détection fait que si la bandelette urinaire est positive, la microalbuminurie est forcément pathologique. Et donc, dans ce cas-là, on ne mesure pas la microalbuminurie, on mesure la protéinurie ou l'albuminurie. Passons à la question numéro 3. Quel examen à visée diagnostique prescrivez-vous? Justifiez votre réponse. Premier élément de notre réponse, c'est bien entendu d'éliminer une autre cause que le diagnostic que l'on suspecte, qui est la néphropathie diabétique, donc une autre cause de néphropathie glomérulaire. Et pour ça, on prescrit des sérologies virales, VIH, VHC, VHB,
On élimine une gammapathie monoclonale ou un myélome par la réalisation d'une électrophorèse des protéines sériques et d'une immunofixation des protéines urinaires. Et on prescrit ce qu'on appelle un bilan immunologique de base qui comporte les anticorps antinucléaires, l'exploration du complément par la mesure du CH50, du C4 et du C3, et la recherche d'une cryoglobulinémie. Selon les résultats de ces examens et le diagnostic que l'on va discuter, on envisagera ou non la réalisation d'une biopsie rénale. Enfin, l'autre élément de la réponse, c'est la recherche d'une atteinte vasculaire associée, notamment une sténose des artères rénales ou une néphroangiosclérose, par la réalisation d'un Doppler des artères rénales avec la mesure des index de résistance intrarénaux. Pourquoi rechercher une atteinte vasculaire quand on suspecte une néphropathie glomérulaire? Alors, c'est vrai. Alors, la question est posée de façon large, c'est-à-dire quels sont les examens que vous envisagez à visée diagnostique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai cité les examens qu'il faut prescrire pour éliminer une autre cause de néphropathie glomérulaire. Mais chez ce patient et chez le patient diabétique en général, il n'y a pas forcément une seule cause qui rend compte de l'ensemble du tableau. Et chez le patient diabétique, il faut toujours avoir en tête la possibilité d'une atteinte vasculaire associée à la néphropathie diabétique. Et cette atteinte vasculaire, c'est soit une sténose d'artère rénale, soit une néphroangiosclérose. Ici, c'est un diagnostic qui est peu probable parce que l'hypertension artérielle est assez récente, elle date d'1 an. Et pour avoir un tableau de néphroangiosclérose, il faut une hypertension artérielle ancienne, méconnue, non équilibrée. Ce qui ne semble pas être le cas dans l'énoncé ici. Passons à la question numéro 4. Ces examens n'apportent pas d'éléments diagnostiques supplémentaires. Quel est le diagnostic le plus probable? Justifiez votre réponse. Donc nous avons déjà un petit peu abordé la question. Le diagnostic le plus probable est celui de la néphropathie glomérulaire diabétique ou glomérulosclérose diabétique. Compliqué ici d'une insuffisance rénale chronique. Pourquoi? Alors, on est en présence d'un patient diabétique avec un diabète qui évolue depuis au moins 10 ans, non équilibré. Compliqué d'une microangiopathie qui est documentée, en tout cas par son ophtalmologue, et à type de rétinopathie diabétique sévère, puisqu'il va bénéficier de séances de laser, qui se présente sous la forme d'un syndrome néphrotique impur, associant donc un syndrome néphrotique, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale, d'installation progressive, avec une séquence qui est typique, microalbuminurie, macroalbuminurie, c'est-à-dire protéinurie détectable à la bandelette urinaire, puis insuffisance rénale chronique. L'HTA est récente, on l'a abordé à la question précédente, ce qui est plus un argument en faveur d'une néphropathie diabétique qui se complique secondairement d'une insuffisance rénale chronique et d'une hypertension artérielle, que d'une hypertension artérielle ancienne qui peut se compliquer d'une néphroangiosclérose. Les autres éléments en faveur du diagnostic de néphropathie diabétique sont bien entendu des reins de taille conservée ou augmentée, l'absence d'hématurie et bien sûr l'absence d'autres causes au tableau de néphropathie glomérulaire, puisque le bilan que vous avez réalisé est négatif. Passons à la question numéro 5. Comment confirmez-vous le diagnostic? Alors, question piège, il n'y a pas d'indication à réaliser une ponction biopsie rénale devant la suspicion d'une néphropathie diabétique lorsque la présentation est typique, c'est-à-dire l'histoire, les éléments que j'ai précisés dans la question numéro 4, mais notamment la présence d'une microangiopathie compliquée, rétinopathie diabétique pré- ou proliférante, sans hématurie, sans insuffisance rénale rapidement progressive, sans syndrome néphrotique explosif, sans argument pour une cause alterne. Quand ne réalise-t-on pas de PBR devant une néphropathie glomérulaire? D'accord. C'est toujours une question un petit peu délicate. Et il faut savoir en pratique, la PBR, en l'absence de contre-indication, est toujours indiquée devant une néphropathie glomérulaire, devant la suspicion d'une néphropathie glomérulaire. A fortiori en cas de syndrome néphrotique, sauf dans certaines situations bien précises. Et donc j'individualiserai l'enfant de l'adulte. Chez l'enfant, entre 1 an et 10 ans,
on ne réalise pas de PBR si le syndrome néphrotique est pur, sans signes extra-rénaux, ni anomalie du bilan de néphropathie glomérulaire, ni antécédent familial de néphropathie non documentée. Pourquoi ? Parce que le diagnostic, dans ce cas-là, est la lésion glomérulaire minime le plus souvent. Chez l'adulte, c'est un peu différent. Il y a plusieurs situations dans lesquelles on ne réalise pas de biopsie rénale devant une néphropathie glomérulaire. Chez le patient diabétique, c'est le sujet du dossier. Donc, il faut se référer à la question numéro 4 et numéro 5. Je ne reviens pas dessus. Les autres situations chez l'adulte dans lesquelles on ne réalise pas de biopsie rénale sont la suspicion d'une amylose rénale. Et dans ce cas-là, on réalise une autre biopsie, la biopsie d'un autre site, notamment une biopsie des glandes salivaires accessoires ou de la graisse sous-cutanée, pour essayer de documenter cette amylose. Ce d'autant plus que la biopsie rénale en cas d'amylose rénale s'accompagne d'un risque accru d'hémorragie post-geste. Enfin, en cas de glomérulopathie familiale ou héréditaire déjà documentée, donc on a déjà le diagnostic, il n'est pas nécessaire de refaire une fonction biopsie rénale. Passons à la dernière question, la question numéro 6. En dehors de l'équilibre glycémique et lipidique, quels sont les paramètres à contrôler, quels sont vos objectifs thérapeutiques et quels sont les médicaments auxquels vous avez recours ? Les facteurs de progression de la maladie rénale chronique à contrôler ici en dehors de l'équilibre glycémique et lipidique sont bien entendu l'hypertension artérielle et la protéinurie. Les mesures que l'on prend sont dites les mesures de néphroprotection, c'est ça le mot-clé, pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Et nos objectifs sont une pression artérielle inférieure à 130-80 mmHg, ou idéalement chez le sujet diabétique et protéinurique, inférieure à 125/75 mmHg. Quant à la protéinurie, l'objectif est d'avoir une protéinurie inférieure à 0,5 g par 24 heures, dans l'idéal. Et certains se fixent comme objectif une protéinurie inférieure à 1 g par jour. Quels sont les médicaments auxquels vous avez recours ? Il s'agit, bien entendu, des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Alors, chez le patient diabétique de type 2, il est d'usage de dire qu'il faut prescrire des antagonistes des récepteurs de type 1, l'angiotensine 2 ou sartan, mais on peut aussi prescrire des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et ces bloqueurs sont prescrits seuls en première intention. Si l'objectif n'est pas atteint, on peut envisager l'adjonction d'un diurétique qui a un effet anti-hypertenseur synergique et potentialise l'effet antiprotéinurique.